Vox Feminarum, puisque les femmes ont tant à partager. Valérie Lyon, bonjour, je suis ravie de pouvoir te recevoir aujourd'hui pour Vox Feminarum. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Bonjour Coraline et merci à toi de me proposer de prendre la parole dans le cadre de cette très belle série de podcasts. Merci. Alors, on a parlé podcast un petit peu avant de rentrer dans le studio. Moi, j'aimerais que tu nous dises qui tu es. Alors, je m'appelle Valérie Lyon, je suis journaliste depuis un peu plus de 30 ans. Je travaille actuellement dans le groupe Bayard, au sein du groupe Bayard, où nous avons lancé il y a 3 ans un média qui s'appelle Vive Média, dont je suis la rédactrice en chef. Et Vive Média, c'est quoi ? C'est d'abord le premier média 100% digital de Bayard, mais surtout, c'est un média au service de l'indépendance économique et financière des femmes. C'est le premier média des femmes qui osent parler d'argent, parce que nous considérons que l'argent est un levier d'émancipation pour tous et toutes, surtout. Et nous considérons qu'il n'y aura pas d'égalité réelle entre les hommes et les femmes tant que les femmes n'auront pas acquis leur indépendance économique et financière. Et il ne suffit pas de travailler pour avoir cette indépendance économique et financière. Tout dépend d'abord combien on gagne, la question du salaire est importante, et tout dépend comment on dépense. Où va l'argent qu'on gagne ? Est-ce que cet argent vous permet de vous constituer un patrimoine tout au long de votre vie ? Un patrimoine qui vous permettra de réaliser vos projets, de vous protéger en cas de coup dur, d'assurer votre retraite quand ce sera l'âge de s'arrêter de travailler. En fait, ce qu'on fait avec Vive Média, c'est d'aider les femmes à prendre conscience que chacune de leurs décisions dans leur trajectoire personnelle et professionnelle a un impact financier immédiat ou différé. Et qu'il faut en avoir confiance. Ensuite, on prend les décisions qu'on veut prendre et chacune est maître de son destin. Mais pour être maître de son destin, il faut aussi être maître de son destin financier. Et c'est ça l'enjeu de Vive Média, d'être un média de prévention et de mise en action des femmes sur cette thématique de l'argent. Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Et j'ai envie de dire, c'est le dernier des pouvoirs à conquérir par les femmes. Qui est-ce qui a eu cette idée fabuleuse ? C'est une idée que nous avons eue, je dirais, à plusieurs au sein de Bayard, en réfléchissant sur les sujets à adresser. D'abord, on a réfléchi à la question des femmes de plus de 45 ans, en se disant quels sont les enjeux pour les femmes de plus de 45 ans. Et on s'est aperçu que 45 ans, c'est l'âge où peuvent se cumuler un certain nombre de ruptures, que sont les ruptures familiales, absolument, séparation, divorce, les ruptures professionnelles, on devient senior en entreprise, on se heurte au plafond de verre, on perd son job, rupture physiologique, préménopause puis ménopause. J'ai parlé des ruptures amoureuses, rupture familiale aussi, dans le sens où si on a des enfants, ça peut être le moment où les enfants commencent à quitter le foyer. C'est aussi le moment où les parents deviennent âgés et où il faut s'occuper des parents et où les femmes entrent dans ce qu'on appelle l'aidance. Enfin, on peut considérer que la parentalité, c'est aussi une forme d'aidance. Donc, en fait, elles sont aidantes quand elles sont mères et elles sont aidantes ensuite quand elles s'occupent de leurs parents. Et que toutes ces ruptures, souvent, arrivent au même moment, peuvent se cumuler. Et là, elles révèlent une fragilité financière des femmes qui était latente, mais bien là, et qui sont révélées par ces ruptures. Et donc, au départ de notre média, il y avait l'idée de s'adresser à ces femmes au mi-temps de leur vie, en leur disant attention à vous, parce que vous avez cette fragilité financière latente qui peut se révéler. Et généralement, quand elle se révèle, c'est un moment un peu compliqué et où on doit tout régler en même temps. Et donc, on a d'abord pensé le média comme ça. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, notre média, si on voulait avoir de l'impact, il fallait s'adresser à toutes les femmes, pas seulement aux femmes de 45 ans, et s'adresser aux femmes dès l'entrée dans la vie active, en fait. Donc, on va dire aller à peu près autour de 20-25 ans. Et de fait, notre public, notre communauté, nos abonnés sont majoritairement entre 25 et 55 ans, avec on va dire un cœur de cible de 35 à 55 ans. Et donc, c'est comme ça qu'est né le média Vive. Sachant que moi, je travaille sur cette question de la place des femmes
dans la société, mais surtout dans l'économie, puisque j'ai un parcours de journaliste économique avant de rejoindre l'Express, puis le groupe Bayard, depuis plus de 25 ans, en fait. Et donc, je dirais que c'est un peu l'aboutissement naturel de tout ce travail sur où sont les femmes dans les entreprises, où sont les femmes dans l'économie, où sont les femmes dans le pouvoir économique, et donc où sont les femmes par rapport à l'argent, qui m'a conduit à travailler sur ce projet de média que nous avons lancé avec Sybille Lemaire, donc qui est directrice exécutive chez Bayard, et toute une équipe qui a travaillé au lancement de ce média en octobre 2021. Un média d'abord sous forme de newsletter, puis nous avons fait des podcasts, des vidéos, des événements. On fait un baromètre aussi sur les femmes, les hommes et l'argent. On pourra parler de tout ça. Voilà comment est né Vive Média. Ça veut dire que l'éducation financière, en France, on en est où ? Ça veut dire qu'il y a une vraie carence d'éducation financière en France. Et là, ça concerne autant les hommes que les femmes. Ne nous mentons pas. Le tabou de l'argent, qui est un tabou encore très prégnant dans la société française, concerne autant les hommes que les femmes. Le manque d'éducation financière concerne autant les hommes que les femmes. Mais les femmes vont souffrir davantage de ce manque d'éducation financière et de ce tabou. Elles vont être davantage pénalisées parce qu'elles sont plus fragiles financièrement. Et ça commence, j'allais dire dès le premier salaire, mais ça commence même avant, ça commence dès l'argent de poche. On a fait un sondage sur la question de l'argent de poche des adolescents. Qu'est-ce que notre sondage a montré ? C'est un sondage qu'on a fait avec l'Institut CSA et le magazine Julie, qui est dans le groupe Bayard, chez Milan Jeunesse. C'est que les petites filles reçoivent de l'argent de poche plus tard que les garçons. D'accord. Quel âge en moyenne ? Plutôt vers 12 ans que vers 10 ans. Ok. Et elles reçoivent en moyenne moins que les garçons. D'accord. Donc, dès l'argent de poche, et donc ça veut dire qu'il y a... Elles sont déjà pénalisées. Elles sont déjà pénalisées. Donc, il y a quelque chose de très ancré, en fait, dans la société, et parce que c'est le fait de parents qui, par ailleurs, probablement veulent éduquer leurs filles comme leurs garçons, etc. Enfin, voilà, mais il y a des choses qui nous dépassent, parce qu'on est le produit aussi d'une histoire socio-économique. Et donc, ça commence dès l'argent de poche, ça continue dès le premier salaire, où dès le premier salaire, on voit, il y a une étude qui est encore sortie récemment, des différences de niveau de salaire entre les jeunes diplômés, filles et garçons, à l'embauche. Et ça continue ensuite tout au long de la vie professionnelle, avec des inégalités qui se creusent pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais dont la première reste quand même la maternité. Et donc, cette éducation financière qui est très absente parce que l'argent est un tabou. Nous, notre baromètre annuel que nous faisons avec Vive montre que dans plus de la moitié des Français interrogés nous disent que dans leur famille, on ne parlait pas d'argent. Plus de la moitié. Donc, le tabou de l'argent est très fort. On n'en parle pas dans les familles, on n'en parle pas à l'école, parce que l'école considère que l'argent, c'est pas son sujet. Oui, c'est un non-sujet. Voilà, c'est un non-sujet. Donc, on n'en parle pas dans les familles, on n'en parle pas à l'école. Il reste les entreprises, qui peuvent être un lieu où en parler. Et nous, on considère qu'effectivement, les entreprises, le milieu de l'entreprise est un lieu où on peut en parler, où on peut faire de l'éducation financière. Alors, à l'école, on progresse un tout petit peu, puisque depuis l'an dernier, le passeport Éduc-Fille est obligatoire en 4e, donc au collège. C'est 2 heures consacrées à l'éducation économique et financière dans l'année au collège. C'est pas beaucoup, 2 heures. 2 heures délivrées par l'enseignant qui se sent le plus à même de le faire. Donc, voilà. Et c'est très court, 2 heures, effectivement. Donc, on se dit que... il y a un vrai travail à avoir en France sur la question de l'éducation économique et financière. Alors évidemment, les banques sont aussi en première ligne sur ce sujet de l'éducation économique et financière. Et la Banque de France, qui a cette responsabilité-là officiellement et qui travaille dessus. Et des associations comme Crésus, qui travaillent notamment sur la question de la gestion de budget et du surendettement. Donc, il y a des acteurs qui sont... et les choses bougent. Enfin, nous, depuis 3 ans que Vive Média a été lancé, on constate que les choses bougent. Le sujet... on va dire, vient progressivement à la une des médias, cette question de l'éducation économique et financière. Je pense que la question des retraites et du financement des retraites,
aide à mettre ce sujet au premier plan, mais qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension, beaucoup de vulgarisation à faire sur les concepts, tout simplement. Qu'est-ce que le scoring bancaire ? Alors, le scoring bancaire, c'est la façon dont on est noté par rapport à sa capacité à bien rembourser des dettes. C'est quelque chose qui existe quand on est entrepreneur, notamment. Et quand on est particulier, c'est ce qui va faire qu'on va vous prêter plus ou moins d'argent ou qu'on va vous autoriser un découvert plus ou moins important. Et à ce sujet, je voudrais raconter une anecdote, si tu me le permets. D'une femme qui un jour a découvert, elle a un compte dans la même banque que son mari, elle a un salaire équivalent à son mari, et elle réalise qu'elle a une autorisation de découvert beaucoup moins élevée que celle de son mari. Ça alors, c'est étrange. Avoir un utérus, ça aide pas à avoir un gros découvert du coup. Voilà, c'est fou, étrange, hein. Ouais. C'est fou. Et donc, elle interroge le banquier, elle lui dit, mais... Et en fait, implicitement, voire explicitement, la réponse, c'est... Oui, mais enfin, vous êtes une femme. Ah, c'est surprenant comme réponse. Et donc, elle s'est battue. Elle a réussi à augmenter son plafond de découvert, mais pas encore au niveau de celui de son mari. Donc, en fait, quand on est à l'école, petite fille, on nous note. Quand on est dans le monde du travail et qu'on a un compte bancaire, on nous note. On nous note pas bien, ou en tout cas moins bien, parce qu'on a un sexe féminin. On est d'accord ? Alors, on va dire que tout le monde est noté. Hein. Il n'y a pas que les femmes. Tout le monde est noté. À l'école, comme à la banque, tout le monde est noté. Mais il y a... Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est toutes les images qui sont derrière ça. C'est-à-dire, il y a à la fois... Quand on parle des femmes et de l'argent, cette image de la femme dépensière, de la femme... Stéréotype, on la poudre. Voilà, ces fameux stéréotypes. En même temps, il y a l'image aussi qu'une femme qui parle d'argent est une femme vénale. Enfin, il y a beaucoup de choses très contradictoires qui se mélangent dans cette question des femmes et de l'argent. Donc, une femme qui parle d'argent, elle est vénale. Mais une femme qui gère de l'argent, elle est forcément dépensière, ce qui est très étrange parce qu'en fait, on sait très bien, et ça aussi les études le montrent, que dans les foyers, en tout cas quand on parle de foyer et pas de famille, dans 70% des cas, c'est les femmes qui gèrent le budget. D'accord ? Donc les femmes savent très bien gérer l'argent. Contrairement à ce qu'on veut leur faire croire, elles savent très bien gérer l'argent. Et pourtant, comme tu dis, des stéréotypes ont la vie dure qui sont hérités de l'histoire, en fait. De la femme qui dépense, de la femme qui ne compte pas, ou de la femme qui est vénale parce qu'elle parle d'argent et l'argent, c'est sale. En fait, l'argent, c'est pas sale. L'argent. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Nous, on a interrogé dans notre podcast Osons l'oseille, dans le premier épisode de notre podcast Osons l'oseille qui s'appelle Osons parler d'argent. On avait interrogé deux sociologues, Jeanne Lazarus et Laurence Bachmann. Et l'une d'elles explique très bien, et d'ailleurs, on s'est rendu compte, parce qu'on fait des écoutes collectives du podcast, que ça choque certaines personnes qui écoutent le podcast. Parce qu'en fait, si on regarde les femmes qui travaillent, enfin, dans l'histoire, les femmes qui avaient un travail rémunéré, parce que les femmes ont de tout temps travaillé, redisons-le aussi, parce que les femmes ont de tout temps travaillé, sauf que le travail rémunéré des femmes est très récent. Mais les femmes ont de tout temps travaillé, elles ont travaillé au champ, parce qu'elles étaient paysannes, donc elles travaillaient au champ. Elles ont travaillé dans les couvents, quand elles étaient religieuses, ce sont elles qui soignaient les gens. Bien sûr. Okay. Donc, elles ont toujours travaillé, puis elles ont travaillé à la maison puisqu'elles géraient le foyer. Mais tout ça, c'était du travail gratuit, ce qui explique qu'après, on a eu du mal à mettre une valeur sur ce travail et à se dire qu'il fallait rémunérer les femmes pour ça. Et en fait, le premier travail rémunéré des femmes, ça a été la prostitution, finalement. D'où l'idée que l'argent, c'est sale. Tu veux dire Alors ça, c'est l'explication d'une sociologue. Mais je la trouve très intéressante. Elle est très intéressante parce qu'elle relie l'argent
à la sexualité. C'est-à-dire que la seule façon pour la femme d'avoir un pouvoir financier, finalement, c'est d'utiliser son corps et de satisfaire l'homme, en fait. Voilà, donc il y a quelque chose d'intéressant dans ce que ça a pu instiller, en fait, dans cette idée que l'argent c'est sale, et que voilà, après ça a été les prostituées, les courtisanes, enfin voilà, le travail rémunéré des femmes, il arrive réellement massivement avec la révolution industrielle et encore plus massivement après la Seconde Guerre mondiale. Alors du coup, le mariage dans tout ça? Le mariage dans tout ça, que veux-tu dire? Je sais pas, j'entends ce que tu viens d'aborder entre la sexualité, l'argent, du coup le fait de partager une intimité et de recevoir quelque chose. Alors le mariage, alors peut-être une date, 1965, qui va aussi nous décomplexer parce que c'est important de ne pas culpabiliser les femmes sur cette question de l'argent, en leur disant vous n'êtes pas occupé de votre argent ou vous n'avez pas eu conscience de ces enjeux-là, etc. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Oui, et puis c'est le résultat d'une histoire socio-économique, encore une fois. Donc 1965, c'est la date à partir de laquelle une femme mariée a pu travailler sans l'autorisation de son mari et ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Donc 1965, nous sommes en 2025, donc ça fait 60 ans. D'accord. Donc en fait, 60 ans, c'est une vie de femme active. Wow. Voilà. C'est tout récent. C'est vraiment récent. Tout récent. Donc c'est normal qu'on en soit là aujourd'hui. C'est complètement normal. C'est en 1967 seulement que les femmes ont eu le droit d'entrer à la Bourse de Paris. D'accord ? Donc tout ça, cette évolution est extrêmement récente. Aujourd'hui encore en France, un quart des femmes en couple n'ont pas de compte bancaire personnel. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous, chez Vive Média, on alerte régulièrement. Comment c'est possible ? On peut s'aimer, on peut s'adorer, être en couple, vivre une super belle histoire d'amour. Ça n'empêche pas de garder un compte bancaire personnel. Si vous voulez avoir un compte joint, ayez un compte joint, mais gardez un compte bancaire personnel. C'est la clé de votre indépendance. Est-ce que tu peux répéter ce chiffre, s'il te plaît ? Un quart des femmes mariées en couple, mariées ou pas, en couple, n'ont pas de compte bancaire personnel. N'ont pas de compte bancaire personnel. On est en 2024. On enregistre ce podcast du coup en 2024. Ok. Voilà. Donc on part de loin. Et donc tu parlais d'éducation économique et financière. Elle commence comme ça, l'éducation économique et financière. C'est tu es une jeune fille, tu commences ta vie active, évidemment, tu as ton compte. Et puis après, première histoire d'amour, deuxième, peut-être tu t'installes, tu te maries ou pas. Et puis, effectivement, le compte joint, c'est plus pratique pour les courses. Puis un jour, vous voulez acheter un appartement ensemble, etc. OK, mais très bien, le compte joint. Gardez votre compte bancaire personnel. Alors, c'est intéressant ce que tu évoques parce que sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, il y a un sujet qui est souvent abordé dans le couple, c'est l'histoire des 50-50. Parce que les femmes, finalement, réalisent que ce fameux 50-50 n'est pas très avantageux au regard de ce qu'est la charge mentale. Mais pas seulement au regard de la charge mentale. C'est-à-dire que, et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le résultat aussi de tous les combats féministes qui ont été menés jusqu'à maintenant. Et je leur rends hommage, évidemment. C'est-à-dire qu'on a revendiqué l'égalité. Et donc, quand on revendique l'égalité, ça va jusqu'à dire je suis à même de payer autant que toi dans le couple. 50-50. On est d'accord. On est d'accord. C'est-à-dire, on est à égalité. Sauf que le 50-50 n'est équitable, et là je parle d'équité et plus d'égalité. La notion d'équité est importante. Le 50-50 n'est équitable que si les deux conjoints perçoivent le même revenu. Si vous avez le même salaire, faire 50-50, c'est OK. Mais si monsieur gagne plus que vous, ce qui est encore le cas dans 75% des foyers, 50-50, madame s'appauvrit. D'accord ? Donc le 50-50 n'est pas du tout équitable. Donc là, et ça c'est quelque chose d'important, il faut oser avoir une conversation sur l'argent dans le couple, et il faut oser l'avoir le plus tôt possible pour poser les bases
d'un partage, je vais dire, sain et équitable des dépenses. Et d'ailleurs, ce partage, il peut évoluer parce que peut-être que dans votre vie, au début, vous gagnez moins que votre conjoint, ensuite vous gagnez pareil, puis à un moment, vous gagnez plus, ou l'inverse. Donc, ça se réévalue régulièrement. Donc déjà, au regard des montants perçus, déjà le 50-50, il ne faut pas être dans l'illusion du 50-50. Voilà, donc ça, première chose. Ensuite, il y a effectivement cette question avant même la charge mentale, je dirais du travail domestique. On sait qu'il est encore majoritairement, très largement assumé par les femmes, même si petit à petit, ça grignote un peu du côté des hommes, mais c'est très très lent. Oui, c'est lent, oui. C'est très très lent. Bon. Les tâches domestiques, d'une part, sur lesquelles les femmes passent plus de temps, associées à cette fameuse charge mentale, qui, elle, va au-delà des tâches, puisque la charge mentale, c'est le fait de penser au bien-être de chacun dans le foyer et de l'organisation de la bonne marche du foyer. Voilà, la planification de l'organisation de la bonne marche du foyer. Et ça, cette charge mentale, elle est très présente pour les femmes. Elle est avec elles tout le temps, qu'elles soient au travail, en vacances, à la maison ou pas. Et elle pèse évidemment sur leur santé mentale et physique, les problèmes de sommeil, etc. Mais elle va peser aussi sur leur carrière, forcément. Elle va peser sur leur carrière. Et là, on revient à, quand ça pèse sur la carrière, c'est moindre progression de carrière ou plus de difficultés à prendre des responsabilités, etc. Donc, moindre salaire. Et on reboucle avec les inégalités financières, puisque la première des inégalités financières, ça va quand même être l'inégalité salariale. Bien sûr. Alors, on avait, il n'y a pas très longtemps, Marie-Christine Lebert de la CFDT, qui est en charge de l'égalité homme-femme, qui était venue nous en parler, justement. À diplôme égal, les femmes sont moins payées. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, les derniers chiffres de l'INSEE nous disent que le revenu moyen, alors là, c'est vraiment très global, le revenu moyen d'une femme est inférieur en 2023 en France de 23,5% à celui des hommes. Le revenu moyen global. Ensuite, si on regarde à temps de travail égal, on est à 13,5% de différence. Donc, temps de travail égal, ça veut dire qu'on gomme effectivement les temps partiels, puisque les temps partiels sont majoritairement occupés par des femmes. Et à temps de travail égal et à poste égal, dans le secteur privé, tout ça c'est dans le secteur privé, on tombe autour de 4%. D'accord. Donc ça se réduit. Ça se réduit. C'est positif. C'est positif, mais il reste quand même 4% inexpliqués. Et j'ai envie de dire, pourquoi à temps de travail égal, on est quand même encore à 13,5%, ce qui est beaucoup. C'est que derrière ce chiffre se cache ce qu'on appelle la ségrégation sexuelle des métiers. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes occupent majoritairement les métiers les moins bien rémunérés, tandis que les hommes sont majoritairement dans les métiers les mieux rémunérés. Ça nous amène à parler de quoi ? Ça nous amène à parler des métiers du care, donc le soin, mais aussi l'éducation, qui sont des métiers peu valorisés. Ça nous amène à parler des métiers qui se féminisent et se dévalorisent. Allez savoir pourquoi. Voilà. Et donc, ça nous amène à parler de l'orientation aussi des jeunes filles, de la capacité à ouvrir le champ des possibles pour les jeunes filles, de tous les métiers, y compris des métiers porteurs d'avenir et donc rémunérateurs. Mais ça pose aussi la question de pourquoi n'arrive-t-on pas à bien rémunérer les métiers, type métier de l'éducation, enseignement, qui sont quand même essentiels. L'avenir d'une société, c'est ses enfants, c'est ses jeunes et c'est leur éducation. On confie nos jeunes, nos enfants aux enseignants 5 jours sur 7, 4 jours et demi sur 7 et 6 heures par jour minimum. Pourquoi ne considère-t-on pas que ce métier a une valeur immense ? Voilà. Et en tout cas,
une valeur supérieure à celle qui lui est accordée aujourd'hui financièrement au regard des rémunérations des enseignants. Donc là, il y a des sujets qui sont vraiment des sujets de société, je dirais des sujets politiques, hein, bien sûr. Des sujets complètement politiques. Avec toute l'expertise qui est la tienne, Valérie, c'est quoi la plus grosse aberration que tu aies pu constater aujourd'hui? Dans le domaine de l'économique, de la violence économique. Ah, de la violence économique. Oui. Ah. Le sujet est vaste, mais... Ah, dans le domaine de la violence économique. Alors, peut-être qu'il faut préciser ce qu'est la violence économique, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'argent comme outil de contrôle et de coercition. Donc, ça peut aller du contrôle des dépenses à la captation de revenus, voire au fait d'empêcher une femme de travailler, d'avoir son propre revenu. Ça s'appelle du contrôle coercitif. Voilà. Peut-être la plus grande aberration, et heureusement, elle vient d'être corrigée par la loi. Donc, comme ça, on va apporter quand même un élément positif et encourageant. C'est que jusqu'à une récente loi, une loi du 1er juin 2024 sur la justice patrimoniale, un auteur de féminicide qui avait tué sa femme, donc avec qui il était marié, pouvait toucher l'héritage de sa femme. Et donc ça a été corrigé en 2024 grâce à cette fameuse loi sur la justice patrimoniale. Donc, c'est quand même un signe d'espoir, c'est que les choses bougent. C'est qu'on a quand même, je dirais, à l'Assemblée nationale, on a des députés très affûtés sur ces sujets-là et qui, en fait... on fait le constat que nous vivons aujourd'hui avec ce code civil napoléonien qui date d'il y a un peu plus de 2 siècles, qui a institué l'infériorité économique de la femme mariée. Et donc, en fait, tout notre système découle de ça. Et depuis quelques décennies, on le corrige au fur et à mesure. Ouais, mais le diable se nichant dans les détails, on découvre les choses petit à petit. Et donc, voilà, ça a été corrigé tout récemment. De même que la question de la solidarité fiscale, c'est-à-dire le fait qu'entre ex-époux, on reste solidaire des dettes contractées pendant le mariage, ce qui a conduit des femmes à devoir rembourser des dettes de leur ex-mari dont elles n'étaient même pas au courant. Grâce à un collectif sur cette question de la solidarité fiscale, cette même loi du 1er juin 2024 a introduit une nouvelle possibilité de recours de dérogation quand justement la femme peut démontrer qu'elle n'était pas au courant des dettes. En fait, on ne va pas lui demander de les rembourser. Enfin, voilà, donc les aberrations, malheureusement... Elle coûte cher, la robe blanche, tu crois? Je sais pas, moi je me suis mariée avec une robe verte. Ah, c'est pour ça. Voilà. Très bon choix, d'ailleurs. Du coup, aujourd'hui, à travers ce que tu évoques, il est vrai que quand on le remet en perspective et qu'on se dit, mais finalement, toutes ces avancées ont eu lieu en 60 ans, c'est encourageant. Oui, je crois qu'il faut être, positif. C'est-à-dire, il ne faut pas baisser la garde. Il faut être vigilant. Il faut continuer à soulever des lièvres, comme celui de... Les pensions alimentaires. Alors, comme celui des... Alors, le lièvre des pensions alimentaires, c'est la question de la fiscalité des pensions alimentaires, puisqu'aujourd'hui, celui qui paye la pension alimentaire peut la déduire de ses revenus. Et je vais dire celle qui la touche, puisque dans 97% des cas, ce sont les mères qui touchent la pension alimentaire, elles sont fiscalisées sur cette pension alimentaire, qui est considérée comme un revenu. Alors que... Mais bien sûr. Voilà. Donc, là aussi, on va dire que le lièvre a été soulevé. Il y a même un amendement qui a été déposé au printemps dernier et qui a un peu mis en panique Bercy, parce que, évidemment, tout ce qui touche à la fiscalité, surtout en ce moment où on cherche des milliards pour le budget de la France, c'est compliqué. Il devrait interroger Florence Moreno, parce qu'elle a 2-3 trucs à dire par rapport à ça. Je suis sûre qu'elle aurait des réponses. D'autres sources de recettes. Donc, effectivement,
la bonne nouvelle, c'est que ce sujet, il est maintenant sur la table. Parce qu'il y a eu des amendements parlementaires. Il y a même un ministre de l'économie, alors c'est Antoine Armand, qui a été ministre de l'économie sous le gouvernement Barnier, qui a dit lors d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale sur les violences économiques qu'il fallait affronter ce sujet et qu'il fallait aller au bout de ce sujet. Il a 33 ans, hein, c'est une autre génération aussi, donc c'est intéressant. Et il a reconnu que c'était un sujet difficile parce que il renvoyait à un rééquilibrage profond des relations hommes-femmes. Mais c'est ça qui est en jeu aujourd'hui dans notre société. C'est ce que je trouve passionnant dans la période qu'on vit. C'est que, avec le mouvement MeToo, qui a quand même engagé cette libération de la parole qu'on connaît depuis 2017, ce qui se joue, enfin pour moi, c'est une des... Il y a 3 révolutions importantes en ce moment dans notre monde. Il y a le changement climatique, donc la révolution écologique, j'ai envie de dire. Il y a les bouleversements numériques liés aux nouvelles technologies et maintenant à l'intelligence artificielle. Et la 3e révolution, c'est ce qui se passe en profondeur dans notre société, dans les rapports entre femmes et hommes, dans ce rééquilibrage, en fait, des relations femmes-hommes qui ont été déséquilibrées pendant des siècles et sur lequel les plaques tectoniques sont en train de bouger. Lentement, mais elles bougent. Et ça remue beaucoup. Et ça remue, j'ai envie de dire, ça remue dans l'intime. Donc ça remue individuellement chaque femme, chaque homme, etc. Mais ça remue aussi collectivement nos sociétés sur cette question de la place des femmes, de la voix des femmes, on est dans Vox Feminarium, mais de la voix des femmes, du poids des femmes, du pouvoir des femmes qui en ont été exclues tellement longtemps. Et alors le pouvoir économique, c'est le sommet. Hein. Je veux dire, on est encore très très loin, plus loin que le pouvoir politique, hein, quelque part. Alors c'est intéressant ce que tu dis, le pouvoir économique, on est plus loin que le pouvoir politique. Ça veut dire que si on se met, j'allais dire, à œuvrer pour une justice économique, c'est intéressant et c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on parlait des pensions alimentaires, on parlait des inégalités de salaire. Il y a une directive européenne qui va imposer aux entreprises la transparence salariale à partir de 2026. Ça va être un levier. L'Europe est un vrai levier de progression de l'égalité femmes-hommes. Hein. Il faut le dire et le redire. L'Europe joue un rôle très important à ce niveau-là. Donc on voit effectivement des éléments de progression. Moi, je voudrais juste... Il y a un chiffre qui me frappe toujours. Aujourd'hui, plus de la moitié des diplômés de l'enseignement supérieur en France sont des femmes. D'accord. Plus de la moitié, d'accord. Quand on prend le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises en France. Seulement 3 femmes dirigent l'une des 40 plus grosses entreprises en France. Quand j'ai commencé ma carrière de journaliste économique, il y a donc un peu plus de 30 ans, comme je l'ai dit, j'assume mon âge, c'était une femme. Donc, en 30 ans, on a fait fois 3. Quoi. Donc, qui sont ces 3 femmes ? Alors, les 3 femmes aujourd'hui qui sont chacune à la tête d'une entreprise du CAC 40, c'est Catherine McGregor qui dirige Engie, c'est Christelle Edman qui dirige Orange, et c'est son prénom m'échappe, Brakianov qui dirige Veolia, mais son prénom m'échappe et je ne voudrais pas l'écorcher. Donc, Engie, Veolia, Orange. Donc, en plus des entreprises, pour le coup, une entreprise technologique, 2 entreprises dans les infrastructures plutôt, hein, la distribution d'eau notamment. Donc 3 femmes, mais enfin, tu parlais d'aberration tout à l'heure. Moi, je me dis, elles sont passées où les femmes ? Plus de la moitié des diplômés de l'enseignement supérieur et seulement 3 femmes. Alors, le CAC 40, c'est un peu symbolique, mais si on prend le SBF 120, les 120 plus grandes entreprises françaises, on est à 10-12%. Et si on prend l'ensemble des PME ETI, on est à 12%. Donc, il y a quand même un truc qui ne va pas. Où se sont évaporées les femmes ? Pourquoi ne les trouve-t-on pas
à la direction des entreprises. Alors là encore, c'est pas de leur faute. Hein. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas. Voilà. Mais il y a effectivement quelque chose qui se passe. Soit un monde économique qui n'arrive pas à intégrer la mixité, enfin, qui essaye de l'intégrer, mais qui l'intègre très lentement, progressivement, etc. Et là, encore, grâce à la loi Rixin de 2021, grâce aux quotas, en fait, hein, parce que voilà, on devrait arriver à 30% en 2026 dans les instances dirigeantes des entreprises de plus de 1000 salariés et 40% en 2030. C'est les objectifs donnés par la loi. Mais il faut en passer par la loi. Tu penses que de la même façon qu'il y a un scoring bancaire, si nous, en tant que citoyennes, on est d'accord qu'on est taxé autant que les hommes. Si on paye des impôts... On est dans un principe d'équité quand il s'agit de la... bien sûr, que ce soit la TVA que payent tous les consommateurs, et pour ceux qui payent des impôts, puisque tous les Français ne payent pas d'impôts, on est taxé à hauteur de nos revenus. Si tant est que... Alors là, je mets un point, mais heureusement, il va être résolu en 2025. Aujourd'hui, quand un couple paye ses impôts, le taux qui est appliqué par défaut est le taux personnalisé. C'est-à-dire, en fait, c'est un taux qui mutualise les revenus du couple. Donc, qui va avantager celui qui gagne plus versus celui qui gagne moins. Et qui gagne moins en général, vous me suivez. Heureusement, là aussi, grâce au travail de la députée Marie-Pierre Rixin, à partir de 2025, le taux par défaut sera le taux individualisé. C'est-à-dire que chacun sera imposé en fonction de ses revenus. Si le couple veut demander un taux personnalisé, comprenez que tout le monde s'y perd, hein, parce que la différence entre individualisé et personnalisé. Okay. Donc le taux personnalisé, c'est celui qui est mutualisé. Le couple devra le demander. Donc par défaut, on sera sur un taux individualisé, c'est-à-dire que personne ne sera lésé. Bonne nouvelle, 2025. C'est super, toutes ces bonnes nouvelles qui arrivent. Et alors, du coup, donc, je te parlais du scoring bancaire. Oui. Si nous, on devait noter les banques pour leurs bonnes ou leurs mauvaises pratiques, dans le cadre d'un divorce, par exemple, dans le cadre de l'application des frais bancaires, est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses à dire ? Voilà, je pense que c'est compliqué de répondre à cette question parce que y a beaucoup de banques en France. Chaque banque est différente. Et en plus, après, au niveau de chaque agence bancaire et la relation avec le conseiller, etc. Donc, je pense que c'est très compliqué de répondre à ça. Je pense que là aussi... heureusement, il y a des choses qui progressent. Par exemple, on parlait des violences économiques. Il y a plusieurs réseaux bancaires qui sont en train de former leurs conseillers clientèle sur la question des violences économiques. Des violences. Voilà. Donc ça, c'est quand même un premier pas important. Voilà, c'est important. BNP Paribas a fait ça, Crédit Mutuel Alliance Fédérale fait ça. Certaines caisses d'épargne aussi se sont lancées sur ce sujet-là. Donc, je pense que là aussi, il y a une prise de conscience. Mais évidemment, la relation bancaire, elle est tellement presque intuitu personnée avec un conseiller. Des conseillers qui, parce que c'est la politique dont les banques changent très souvent, c'est compliqué, en fait. Donc, c'est compliqué de faire des généralités. Ce qu'on peut dire, en tout cas, aux femmes, c'est que c'est pas le truc le plus drôle que de prendre rendez-vous avec son conseiller bancaire, financier. OK. Mais vaut mieux aller le voir que pas le voir. Il vaut mieux préparer le rendez-vous que pas le préparer. Donc, même si ça prend un petit peu de temps, il faut préparer le rendez-vous. Faut en parler autour de soi. Les filles, parlez d'argent entre vous. Parlez d'argent entre copines. Les mecs, entre eux, ils parlent d'argent. Ils s'échangent les bons plans. Tiens, j'ai investi là-dessus, etc. Nous, on a tellement de choses à se dire quand on fait des dîners de copines, mais on parle rarement d'argent. Ah, moi, je parle d'argent avec mes copines. C'est bien, mais c'est pas si fréquent. J'en ai une qui est complètement accro à l'éducation financière. Elle se reconnaîtra et je l'embrasse fort. C'est bien, mais c'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent. Donc, parlez d'argent entre vous parce que
vous serez surprise de voir que vous pouvez aussi vous aider sur ce point-là, vous donner un bon plan, une bonne Bien idée sûr. si vous allez voir votre conseiller. Et puis, j'ai envie de dire, le conseiller bancaire ou financier, c'est un peu comme le médecin ou le gynéco. On choisit avec beaucoup d'attention son gynéco, forcément. C'est quelqu'un en qui on veut avoir confiance, etc. Enfin bon, on lui lit beaucoup de notre intimité, etc. Un conseiller bancaire, c'est pareil. Il faut qu'on se sente bien, qu'on soit en confiance. Donc, si ça ne marche pas, on s'en va, on en prend un autre. On en cherche un autre. Quelqu'un qui est à votre écoute, qui vous comprend, qui comprend vos projets, vos problématiques, etc. C'est comme un bon médecin. Mais alors ça, c'est un chargé de patrimoine, tu veux dire ? Alors un chargé de patrimoine. Tout dépend dans une banque quel est ton patrimoine justement. Mais tu as d'abord ton conseiller, celui qui gère ton compte. D'accord. Voilà. Okay. Donc oui, mais ça c'est un interlocuteur quand même pour toi, ton conseiller. Après, si effectivement tu as fait un achat immobilier, etc., tu es peut-être passé sur un chargé de patrimoine. Oui, c'est ton chargé de patrimoine. Et si tu considères qu'il répond pas assez bien à ton sujet, etc., rien ne t'interdit d'aller en trouver un autre. Très intéressant. Du coup, quel conseil tu donnerais à une jeune fille de 18 ans ? Quel conseil financier tu donnerais à une jeune fille de 18 ans ? Alors, je lui dirais déjà que son indépendance financière, c'est vraiment un trésor à soigner, à préserver. Je lui dirais, dès que tu travailles, tu mets ne serait-ce que 50 € de côté par mois, mais tu mets de côté. Tu commences à placer de l'argent, et peut-être même au-delà d'un livret, en fait. Tu places de l'argent, tu ouvres une assurance vie. Dans un autre épisode de notre série de podcasts, on a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Christina Lunghi. Je suis comme toi, je l'embrasse au passage. Embrasse. On s'en voit que des bonnes Voilà. Qui raconte que le meilleur conseil qu'on lui ait donné dans la vie, c'est justement alors qu'elle était toute jeune doctorante, une amie lui a dit « Ouvre une assurance vie et mets 50 francs par mois. Et tu verras. » Et elle dit, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné dans ma vie parce que 20 ou 25 ans plus tard, elle s'est séparée. Elle a dû se loger. Son assurance vie lui a permis d'acheter un appartement. Voilà. Donc, je dirais à cette jeune fille, voilà. Donc, t'as un compte bancaire à ton nom, tu le gardes toute ta vie, ok, ton compte bancaire perso. Et puis, tu commences à placer de l'argent. Même pas beaucoup, mais tu places tous les mois. Régularité, durée, vas-y. Et puis, n'oublie jamais que l'argent n'est qu'un moyen. C'est pas une fin en soi, mais c'est le moyen de ton indépendance. C'est le moyen de réaliser les projets que tu voudras réaliser au cours de ta vie. En fait, c'est la clé de ta liberté. Tu me l'as enlevé. On est d'accord. Alors, on souhaite à toutes les jeunes filles de 18 ans de pouvoir se saisir de ce trousseau de nombreuses clés qui peuvent les aider sur le long terme. Du coup, vu qu'on parle aux jeunes filles, si on remonte un petit peu le temps, est-ce que tu serais OK pour nous dire ce qui s'est passé pour toi la première fois que tu as eu tes règles, Valérie ? Alors, ça me ramène à un souvenir, ça me ramène dans la maison de ma grand-mère. De ma grand-mère maternelle, puisque ça s'est passé là. Et j'aimais beaucoup ma grand-mère maternelle. Bon, j'aimais beaucoup mes 4 grands-parents, mais ma grand-mère maternelle m'a accompagnée plus longtemps, puisque elle a vécu jusqu'à 93 ans. Et c'était une femme incroyable. Par sa force de caractère, par sa capacité à rester connectée au monde d'aujourd'hui, malgré son âge. Et elle m'a suivie dans mes débuts de vie active, justement. Voilà. Et donc, c'était dans sa maison. Et alors, c'est marrant parce que je me souviens que c'était lors d'une fête. Et j'ai du mal à me souvenir d'un jour de fête. Et je ne sais plus si c'était... je me demande si c'était pas le jour de Pâques, en fait. Donc, on était réunis en famille, symboliquement, voilà. On était réunis en famille, voilà. Et je me souviens très bien. Et donc, un peu branle-bas de combat, parce qu'évidemment, tout le monde était attablé à côté, et moi à la salle de bain, un peu affolée de
de ce qui se passait. Mais avoir ma mère, ma grand-mère, bon, puis j'avais une grande sœur, donc je savais déjà ce que c'était, etc. Ça n'a pas été quelque chose de dramatique. Je me souviens de quelque chose de plutôt chaleureux, parce qu'entourée par ma mère, ma grand-mère. Génial. Voilà. C'était un rituel de passage. Ouais, voilà, quelque chose de... encadré. Voilà, plutôt accompagné. Voilà, accompagné. Après, je dirais que si on veut continuer sur ce sujet des règles, j'ai souvent perçu les règles comme une injustice terrible en tant que femme, parce que j'ai eu des règles souvent douloureuses, voire handicapantes, et que voilà, il faut faire comme si de rien n'était, que ce soit en cours quand on est au lycée, que ce soit au travail, que ce soit... Et ça, j'ai trouvé ça très dur, parce que voilà, ça oblige à quelque part à cacher quelque chose qui en fait vous secoue, voire vous fait mal. Enfin, moi, jusqu'à être obligée de m'allonger, etc. Et donc, oui, je l'ai beaucoup pris comme quelque chose d'injuste, en fait. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne nous laisse pas beaucoup d'espace, j'allais dire, pour exprimer ce qu'on ressent. Hein. Tout le monde trouverait normal qu'un homme sorte d'une réunion parce qu'il a une migraine. J'allais dire, est-ce que toutes les femmes pliées en deux parce qu'elles sont dans leur période délicate s'autoriseraient à sortir de la salle pour dire « Excusez-moi, mais là, je suis pliée en deux, j'ai besoin de m'allonger ». Je ne suis pas certaine. Pas du tout. Non, on a encore sur ce sujet-là un tabou quand même très, très important. Et je dirais que je suis même... tu vois, par exemple, bon, moi, j'ai une fille qui est lycéenne. Au lycée, ils ont natation pendant un trimestre. Ben, en fait, je me dis, est-ce que l'Éducation nationale a pensé au fait que imposer natation un trimestre à des filles qui sont au lycée, ça peut être compliqué pour elles, en fait. Parce que, évidemment, on n'est pas tous filles et garçons égaux devant ça. Et donc, ça oblige à écrire au prof de sport pour dire « ma fille ne peut pas venir aujourd'hui, elle est indisposée, machin, etc. » Je trouve qu'il y a... Voilà, autant je suis évidemment pour que garçons et filles fassent les mêmes activités, etc. Mais il y a quand même des périodes de la vie, notamment l'adolescence, qui est quand même une période pas facile, à la fois dans le rapport au corps, etc. Voilà. Est-ce qu'on a juste pensé à ça, quoi, à la façon dont ça pouvait résonner chez les jeunes filles, en fait, et comment ça les oblige, même parfois, à du coup ne pas écouter leur corps, en fait. Parce que finalement, derrière ça, ce que tu dis, effectivement, tu vas pas sortir d'une réunion en disant « Excusez-moi, là, vraiment, je peux plus, je suis pliée en deux ». En fait, ça conduit les femmes à ne pas écouter ou moins écouter leur corps. Et ça nous amène à un autre sujet qui est celui de la santé des femmes, que nous, on a traité à plusieurs reprises dans Vive Média, qui est que les femmes ont tendance à négliger leur santé au profit de la santé des autres. Mais aussi parce que, voilà, quand ça commence avec les règles, ces fameuses règles, quand elles sont douloureuses, comment est-ce que tu peux dire concrètement, non, là, je peux pas, j'ai besoin de... Comment c'est accueilli dans la société d'aujourd'hui ? Mais est-ce qu'il y a même un espace où on peut s'exprimer ? Je dirais même, une femme enceinte. On sait que c'est souvent dans les 3 premiers mois que c'est le plus difficile, là où ça ne se voit pas. C'est terrifiant. Et là où on ne peut pas le dire à l'employeur. Et finalement, les 3 premiers mois, de la grossesse. En fait, c'est souvent là où les pires nausées, etc. Voilà. Le premier trimestre est terrible. Et en fait, on ne le dit pas à ce moment-là à l'employeur. Donc, en fait, on est obligé de cacher à nouveau. Donc, en fait, il y a quand même un système, je ne sais pas, une organisation qui pousse à cacher ou à ravaler toutes ces douleurs, etc., et à les garder pour soi. C'est un peu comme le talent. Faut s'excuser, montrer qu'on n'est pas trop intelligente, faudrait pas trop qu'on discute d'argent, parce que sinon, oui, c'est assez intéressant. On passe une vie, j'allais dire, à s'amoindrir. Ouais, mais il faut... En tout cas, donner l'illusion d'eux. Ouais, mais il ne faut pas. Il faut occuper la place, il faut occuper l'espace, il faut prendre la parole.
Et il faut aider les jeunes filles à le faire le plus tôt possible. Moi, je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Et là, pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est le sport, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut encourager les filles à faire du sport. Parce que c'est en faisant du sport qu'elles prennent confiance dans leur corps, qu'elles occupent l'espace et qu'elles prennent plus facilement leur place. Et puis surtout, qu'elles renforcent leur confiance en elles. Donc, le sport, ne laissons pas le sport aux garçons. J'allais dire... Ni le sport, ni l'argent. Mais rien à voir avec le fait que tu sois en lien avec ce magazine formidable. Du coup, est-ce qu'on les finance, les protections hygiéniques ? Parce qu'en France, c'est un sujet, la précarité menstruelle. Oui, ça serait bien parce que, alors déjà, si déjà on pouvait éviter la fameuse taxe rose, c'est-à-dire le fait que les produits destinés aux femmes sont surtaxés ou coûtent plus cher que les produits destinés aux hommes. Et c'est vrai que on aurait dans les lycées, collèges et lycées, des distributeurs de protection hygiénique. Je pense que déjà, ça aiderait celles dont les familles ont du mal à acheter ce produit. Et puis, ça aiderait aussi les filles qui... c'est pareil, en fait, au moins, ça serait visible, quoi. Ça rend visible quelque chose. Oui, tu as le droit d'avoir tes règles au collège. Oui, tu as le droit peut-être de sortir de classe pour aller te changer. Parce que t'es pas bien, etc. Enfin, voilà. Oui. Merci beaucoup. Alors, avant qu'on se quitte, je voudrais te poser une question un petit peu intime. C'est quoi pour toi la féminité ? Vaste question. Alors, je dirais que déjà, la féminité, on peut la voir qu'on soit femme ou homme, en fait. Pour moi, et c'est pour ça que j'aime pas, par exemple, parler de leadership féminin, je préfère parler du leadership des femmes. Je pense que tout homme et toute femme a en lui une part de féminité et une part de masculin ou de masculinité, quelque part. Le yin et le yang. Voilà. Je pense qu'on a tous... énergie. Voilà, à des doses plus ou moins importantes, qui ont pu s'exprimer de façon plus ou moins importante selon notre éducation, notre environnement, etc. Donc, je dirais déjà que la féminité, quelque part, on doit tous l'accepter, notre part de féminité. L'accepter, l'accueillir, la choyer même, parce qu'on est probablement dans un monde qui a fait davantage, enfin pas probablement, on est dans un monde qui a fait davantage de place au masculin et à la masculinité, y compris chez les hommes, qui ont une part de féminité mais qui n'ont pas forcément pu l'exprimer parce que c'était pas les codes, etc. Et qui, dans les cabinets des thérapeutes, l'expriment. Voilà. Donc je dirais que c'est la féminité, en fait, c'est une part de l'humanité. Voilà, c'est ça ma définition. C'est beau. La féminité, c'est une part de l'humanité. Et ne cessons pas de révéler cette part et de la faire grandir. Valérie, merci pour ce partage. Nous nous sommes Coraline. rencontrés dans des circonstances moins heureuses, j'allais C'est dire. vrai. Et on a su les transformer pour en faire quelque chose d'agréable. Tout à fait. Et de vraiment, je pense, très utile. Donc, merci beaucoup. Merci à toi de ta confiance. Dès la première rencontre, justement. On s'est connecté vite. Voilà. Merci de ta confiance et de cet échange et du travail que tu fais. Je suis ravie de pouvoir partager toutes ces informations et de croiser des femmes inspirantes. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Vox Feminarum remercie chaleureusement la Cité Audacieuse, tiers-lieu féministe sous l'égide de la Fondation des femmes. Un grand merci à vous, mesdames, pour votre soutien.